Des sujets qui vous interpellent ici en Outaouais. Voici Louis-Philippe Brûlé. Santé maintenant, deux sujets avec notre collaborateur Patrick Filion, qui est microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Et on va commencer avec une étude quand même assez percutante sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine pendant la pandémie de COVID-19. Salut Patrick. Salut LP. C'est une étude qui indique que non seulement ce médicament-là n'a pas été efficace contre la COVID, mais qu'il aurait causé des milliers de morts. Rappelle-nous d'abord, c'est quoi l'hydroxychloroquine, Patrick? Oui, écoute LP, l'hydroxychloroquine, là, c'est un médicament qui est utilisé depuis quand même plusieurs années, entre autres pour se protéger ou guérir contre la malaria ou le paludisme, et pour certaines personnes qui vont le prendre là, avec d'autres médicaments pour traiter l'arthrite. Donc, ce médicament-là, s'il est prescrit dans ces conditions-là, entre autres là, pour la malaria, moi j'en ai déjà pris là, pour des voyages au Guatemala et au Pérou. Donc, c'est un médicament qui est quand même relativement, moi je pourrais dire, sécuritaire à utiliser quand on le fait dans les proportions ou les quantités recommandées pour telle ou telle maladie. Mais là, ce qui est arrivé avec la COVID, c'est que veut pas tout le monde essayer de trouver un remède, une solution miracle pour essayer de se sortir le plus rapidement possible de cette pandémie-là. Oui. Et là, on a voulu l'essayer contre la COVID. Il n'y a aucune donnée qui nous a permis de croire que ce médicament-là serait efficace. Mais il y a des médecins un peu partout dans le monde, là, entre autres le docteur Didier Raoult en France, qui lui là, en vantait les mérites, puis voulait que ses patients le prennent pratiquement de façon obligatoire. Mais ce qu'on a réalisé, donc, c'est que ce médicament-là, en plus de ne rien faire, disons, au niveau de la COVID comme telle, a entraîné une surmortalité. En fait, c'est plus de 12 000 personnes LP qui sont mortes aux États-Unis en raison de l'utilisation de l'hydroxychloroquine, plusieurs milliers en Europe aussi. Donc, ça a été pratiquement, là, maintenant on le réalise, une catastrophe de donner ce médicament-là on va dire, à grande échelle, là, alors qu'on n'avait aucune preuve de son efficacité contre la COVID comme telle. Est-ce qu'on l'avait au moins testé, je ne sais pas, sur des rats ou c'était comme quelqu'un qui a eu un coup de tête d'essayer ça contre la COVID? Ça a été, je vais dire un coup de tête. C'est pas un médicament qu'on a testé parce que le médicament comme tel, on le connaissait déjà. Donc, on savait, par exemple, que pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines maladies fonctionnaient très bien. La toxicité était quand même relativement limitée. Mais là, de l'utiliser dans des circonstances que l'on ne connaît pas, qui sont nouvelles avec la COVID, le corps réagit différemment, le système immunitaire s'emballe. Donc, ça a peut-être juste aggravé des problèmes. Donc, il n'y a pas eu de tests qui ont été faits comme tels sur les animaux laboratoires ou quoi que ce soit, parce que le médicament existait déjà. C'est juste qu'on a pris une molécule, justement, qui existait. Et, on va dire, un des avantages de l'hydroxychloroquine, c'est que c'est très facile à produire, c'est peu coûteux, puis c'est largement disponible. Donc, on s'est essayé avec ça. Si ça avait fonctionné, j'aurais été le premier à applaudir l'idée de le faire. Oui. Mais quand on a réalisé que ça ne fonctionnait pas, il faut arrêter de donner des médicaments comme si c'était des bonbons sans conséquence. Là. Donc, il faut vraiment prendre le temps de faire les choses correctement. Puis ce qui était paradoxal là-dedans, LP, c'est que les gens, en tout cas du moins certaines personnes, là, disons un peu dans la sphère complotiste, craignent les médicaments qui sont prescrits pour lesquels on a fait de la recherche, mais étaient prêts à essayer n'importe quoi, finalement. Ouais. Est-ce que je me trompe ou Donald Trump, justement, faisait partie de ceux qui en faisaient la promotion? Il y en a plusieurs. Oui, effectivement, Donald Trump en fait partie de ceux-là. C'est pour ça que ça a connu, on va dire, un certain succès auprès des patients. Donc, les gens voulaient l'essayer. Puis, je peux comprendre, quand tu es malade et tout, tu veux trouver la solution qui va t'en sortir le plus rapidement possible. Mais on n'avait aucune base scientifique pour le faire. Puis, il y a des gens qui ont disons, croulé un peu sous la pression. On dit, bon, on va l'essayer, on le donne à nos patients, mais ça a entraîné une surmortalité là, de 11 quand même pour les gens qui ont pris l'hydroxychloroquine. Donc, c'est pas négligeable. Est-ce qu'on a des chiffres ici au Canada, Patrick? Oui, heureusement, on va dire comme ça, pour nous, c'est un médicament qui a été peu utilisé au Québec ou au Canada. Donc, on n'a pas les chiffres précis, mais en raison du fait justement qu'on a prescrit beaucoup moins ce médicament-là, donc on peut s'attendre justement qu'il y a eu moins de dégâts ou moins de décès liés à cette utilisation-là, on va dire un peu abusive d'un médicament là, qui est utilisé pour autre chose. Donc, pour l'instant, je pense qu'au Canada, là, on s'en sort bien en ce sens-là. Mais écoute, c'est des milliers de personnes en Europe, puis plus de 12 000 aux États-Unis qui sont morts en raison de ce médicament-là, c'est énorme. Pourquoi c'est pas dangereux, exemple, pour quelqu'un qui fait de l'arthrite et qu'on lui prescrit ça? Est-ce que par rapport à la COVID, on donnait des doses de cheval ou...
C'est dans le dosage, OK? Puis, parce que dans le fond, c'était pratiquement de l'essai-erreur. Juste à dire, l'hydroxychloroquine, par exemple, pour la malaria, LP, quand j'en prenais, là, c'était 1 comprimé par semaine, 2 semaines avant le départ, 1 fois par semaine pendant le voyage, puis 3 semaines au retour. Donc, c'est peut-être, on va dire, 10 comprimés que je prenais là, sur peut-être un mois et demi. Donc, c'est pas des grandes doses. Donc là, probablement que ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu tester différents dosages, puis on a réalisé malheureusement peut-être trop tard que ces dosages-là étaient peut-être un petit peu trop intenses pour le cœur et les reins des personnes qui l'ont consommé, là. Oui. Oui, alors la leçon à tirer, puis là, je comprends que c'était une situation exceptionnelle, cette pandémie-là, mais il faut quand même tester un petit peu avant de s'emballer, puis avant de faire la promotion d'un médicament qui est autorisé pour quelque chose, mais pas sur quoi on l'essaye, là. C'est ça, puis pas l'utiliser à grande échelle, là. Donc, on aurait peut-être pu commencer par des groupes témoins, donc comme on le fait avec n'importe quel médicament qui est nouveau sur le marché. Donc, on fait ce qu'on appelle les différentes phases du développement du médicament. Donc, en phase 1, on le teste à petite échelle, donc peut-être sur des patients là, qui ont vraiment des complications sévères, puis qu'on craint justement pour leur vie. Donc, peut-être qu'on l'essaie comme ça, puis tranquillement, pas vite, si les résultats sont positifs, là, on va avec un groupe de gens un petit peu plus grand. Donc, on y va progressivement, mais là, je pense que ça a été juste... On a ouvert ça à beaucoup trop de gens, trop rapidement, de différents groupes d'âge, qui avaient aussi peut-être des problèmes de comorbidité. Donc, on est allé un petit peu trop vaste dans notre essai. Littéralement, ça a été un essai qu'on a fait, là. Puis, malheureusement, dans ce cas-ci, les conséquences ont été funestes. Bon. Deuxième sujet, Patrick, c'est un peu technique, mais je compte sur toi là, pour nous vulgariser ça parce que il paraît que c'est une avancée majeure. Ça a fait la manchette en fin de semaine. Un nouvel antibiotique qui pourrait venir tuer des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques actuels. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, juste, je vais faire un petit historique LP. Là, moi, ça me ramène il y a 23 ans quand je faisais ma maîtrise. Je travaillais sur la résistance bactérienne aux antibiotiques. Puis c'est peut-être un des, je vais dire, des fléaux qu'on suspecte le moins, mais qui est peut-être un des plus menaçants là, pour, disons, la santé humaine, de la résistance aux antibiotiques. Donc, ce qui se passe, okay, c'est que on a des bactéries là, qui développent des résistances aux antibiotiques, on va dire communs, qu'on utilise depuis plusieurs années. Et là, on a une nouvelle famille d'antibiotiques qui vient d'être mise au point. Puis là, je vais le nommer, mais prenez pas ça en note, ça ne sera pas à l'examen. C'est le Zosurabalpin. OK? Juste techniquement de même, là, ça twiste la langue un peu de le dire. Donc, ce médicament-là, puis écoute, LP, je vais te vulgariser ça de façon bien simple, là. Imagine que la bactérie, c'est une maison. Ben, ta maison, tu changes la toiture. Donc, le médicament, dans le fond, empêche que l'on fabrique la toiture de la bactérie. Donc, cette bactérie-là n'a plus la capacité de se protéger dans sa couche externe, puis elle va être vulnérable, puis elle va finir par mourir. Donc, ça, c'est un nouveau, moi, je pourrais dire une nouvelle cible. Donc, on avait plein d'antibiotiques qui attaquaient d'autres structures de la bactérie par le passé, mais les bactéries se sont adaptées, elles ont développé des outils de résistance, et là, on est un petit peu à court. Donc là, on a trouvé une nouvelle cible. Okay, qui n'était pas exploité jadis. Donc, en attaquant cette cible-là, les bactéries sont plus vulnérables et vont finir par être détruites. Donc, c'est quand même une avancée majeure de trouver des molécules, justement, qui vont attaquer de façon différente les bactéries. Les bactéries sont un petit peu, moi je pourrais dire, elles ne sont pas prêtes à ça. Comme l'être humain n'était pas prêt à l'arrivée de la COVID, ben, ces bactéries-là reconnaissent pas cette molécule-là. On va les prendre par surprise, là, comme on pourrait dire. C'est exactement ça. Donc là, et puis je veux pas que les gens pensent que tout est réglé, puis tout est beau. Donc, on est quand même dans les premières phases là, des tests, justement, de ces médicaments-là. Oui, c'est ça. Il faut attendre d'avoir des résultats chez les humains avant de s'emballer, je pense, là. Justement. Exact. On a fait des tests chez l'humain, puis là, justement, on est en phase 1 pour ce médicament-là. Donc, on teste, justement, sa toxicité. Donc, on fait les choses correctement, on va le tester. Et si, bon, les résultats sont concluants en phase 1, donc là, on va pousser l'étude un petit peu plus loin. Puis, il y avait des médicaments un petit peu similaires, des antibiotiques, qui agissent un peu de la même façon, qui ont déjà été testés par le passé. Puis, justement, ça a été bloqué en phase 3 quand on a réalisé, justement, qu'il y avait des problèmes de toxicité au niveau final, donc dans les groupes un petit peu plus élargis de patients. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder ça avec optimisme, je vais le dire comme ça, mais il faut quand même que ce soit un optimisme prudent, puis qu'on se dise, bon, on fait des choses correctement, mais si c'est effectivement quelque chose qui est efficace et qu'on peut développer relativement rapidement et éventuellement l'utiliser à grande échelle, ça va régler beaucoup de problèmes. Parce que, écoute, la résistance aux antibiotiques LP, là, si ça se propage et c'est hors contrôle, là, écoute, c'est plein de choses, plein de chirurgie. Okay? Nous, on prend pour acquis qu'on peut aller à l'hôpital, on a une chirurgie, on la subit, puis on va mieux par la suite.
mais plein de ces chirurgies-là, si on n'avait pas d'antibiotiques, il pourrait y avoir des conséquences graves. Moi, je me rappelle, j'ai été opéré au genou il y a quelques années, j'ai eu une infection nosocomiale, donc une infection que j'ai attrapée pendant ma chirurgie. Puis sans les antibiotiques, ça aurait pu être très, très grave. Plus près de nous aujourd'hui, mon fils qui a perdu, il faut pas qu'il a perdu, mais on lui a enlevé ses dents de sagesse, a fait une infection. Donc, toutes ces petites affaires-là qu'on prend pour acquis, on a une opération, on prend un antibiotique, puis on est guéri, ça pourrait devenir extrêmement compliqué. Donc, on voit qu'il y a des bactéries qui sont résistantes, mais heureusement pour nous, on a plein de bons scientifiques qui font un boulot extraordinaire et qui développent de nouvelles molécules qui vont permettre de contrer cette résistance-là. Oui. Entre-temps, bon, faut pas que les médecins prescrivent des antibiotiques pour rien, de un. Oh que non. Et quand on se fait prescrire des antibiotiques, même si ça va bien après 3 jours, il faut aller jusqu'au bout. Exact. Parce que là, si, par exemple, écoute, on dit ça, j'ai dit ça à mon fils en fin de semaine, là. J'ai dit, si après 3 jours, tu te sens bien, les gens, des fois, peuvent avoir l'impression, je suis guéri, tout ça. Mais là, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a peut-être éliminé 90% des bactéries. Puis le 10% qui est un petit peu plus résistant, on lui donne la chance de survivre si on ne va pas au bout de la prescription. Donc, après 2-3 semaines, ces bactéries-là reprennent un peu de leur souffle, reprennent de la force, et là, on se ramasse avec justement des bactéries qui sont plus résistantes. Donc là, on represcrit un antibiotique à la personne, mais là, soudainement, l'antibiotique est beaucoup moins efficace. Donc, il faut respecter la posologie, ne pas prendre ça comme si c'était des pastilles, au moindre nez qui coule, ou justement contre la COVID ou autres infections virales. Les antibiotiques ne fonctionnent pas contre les virus. Donc, il faut prendre les antibiotiques dans les bonnes circonstances, dans les bons dosages, puis respecter la posologie. Puis on va justement limiter le développement de souches résistantes comme celle-là. Mais là, on est déjà rendu au point où on a beaucoup de souches qui sont résistantes et qui circulent. Donc, il faut vraiment trouver de nouveaux outils, de nouveaux moyens pour contrer ces bactéries-là. Merci beaucoup, Patrick, pour les explications. Toujours un plaisir, LP. À la prochaine. À la prochaine. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.